Connaissant ma tendance à dépasser le temps imparti, mais là j'ai promis que je ferai mon possible. Donc, dépistage préconceptionnel de maladies récessives en population générale. Alors, c'est un sujet qui n'est pas tout à fait consensuel, surtout dans notre pays, et je veux juste dire que je n'ai pas de conflit d'intérêts, mais d'autre part, je suis président de la Fondation Maladies Rares, mais que ce que je vais présenter, des idées sur les aspects de dépistage en population générale, n'engage pas la Fondation Maladies Rares, c'est mes idées propres. Donc, est-ce qu'on peut identifier les couples à risque d'avoir un enfant atteint de maladies génétiques sévères? Eh bien, ça dépend du mode de transmission. Pour les maladies récessives autosomiques, comme vous le savez, la mucoviscidose, l'anémie falciforme, etc., maladie lysosomale, pas, chaque parent est porteur sain, et si les deux parents sont porteurs d'une mutation dans le même gène, le risque, c'est un quart à chaque grossesse, et ça, c'est détectable maintenant par séquençage. Le plus souvent, il n'y a pas d'histoire familiale. La consanguinité est un facteur qui augmente la probabilité qu'un couple soit effectivement à risque de maladies récessives autosomiques. Et puis, pour certaines maladies, il y a des effets fondateurs qui font que telle ou telle maladie est particulièrement fréquente dans telle population, l'anémie falciforme par exemple, dans les populations d'origine africaine, bêta-thalassémie, dans des populations méditerranéennes. Voilà, donc ça c'est bon. Donc pour les maladies récessives, oui. Pour les maladies récessives liées au chromosome X, oui, avec un petit bémol, puisque donc dans ce cas-là, c'est la mère qui est porteuse saine pour Duchenne, hémophilie A et B, syndrome d'Alport, X-linked, etc. Mais si c'est des maladies qui sont sévères chez les garçons atteints, il y a un taux de néomutation qui n'est pas négligeable, et on estime qu'environ 2/3 des femmes qui ont un enfant avec une maladie X-linked sont porteuses, mais dans 1/3 des cas, ça va être une néomutation. Donc, on ne va pouvoir détecter en préconceptionnel que, effectivement, les femmes porteuses, et on n'est pas capable de prévoir, effectivement, la néomutation. Et dans ces cas-là aussi, il peut y avoir une histoire familiale, je dirais à peu près dans 50% des cas, mais dans 50% des cas, ceci apparaît comme des cas sporadiques, par exemple par néomutation récente, notamment venant du grand-père, puisque la mutagénèse est plus active lors de la spermatogénèse. Et puis, par contre, là où en général on ne peut pas vraiment, et en tout cas, couple à risque dans la population générale, c'est pour les maladies dominantes autosomiques, Marfan, Huntington, Steiner, neurofibromatosis, etc., sont peu concernés ou pas concernés, parce qu'en principe, il y a une histoire familiale, sauf éventuellement si il y a une pénétrance incomplète, expressivité variable, etc., où on peut avoir de temps en temps, effectivement, une personne apparemment saine qui a la mutation. On a entendu pour Huntington, mais disons, c'est pas vraiment la cible pour un dépistage préconceptionnel. Donc, détecter les couples à risque dans la population générale, cela devient possible techniquement non plus pour une ou quelques maladies, mais pour un grand nombre de maladies génétiques pédiatriques graves grâce au séquençage à haut débit. Et ceci pose évidemment le problème des limites éthiques. Est-ce que c'est un eugénisme débridé? Le rôle de la médecine, j'allais dire, d'éliminer tout un pan de maladies par le dépistage puis le diagnostic prénatal. Et puis, quelle limite de gravité? Est-ce qu'il faut tenir compte du coup en santé publique? Quid, par exemple, du retard mental léger ou des surdités congénitales? Est-ce que, voilà, s'il y a, par exemple, des maladies qui sont liées plus particulièrement à des déficiences intellectuelles légères?
Et puis, si on se dit que effectivement ça pourrait être fait, les limites financières, puisque finalement ça concerne les 800 000 couples, potentiellement les 800 000 couples par an qui ont un enfant en France chaque année. Et puis, des limites liées aux connaissances insuffisantes. Il y a eu effectivement très belle présentation sur les VOUS qui montre qu'il y a des choses qu'on n'est pas capable d'interpréter, et donc ça peut poser problème. Alors, est-ce que ça se fait, le diagnostic le dépistage, pardon, au niveau de la population? Oui, ça fait 40 ans que ça se fait, pour une ou plusieurs maladies génétiques. Les bêta-thalassémies dans les pays méditerranéens, et maintenant plus que dans les pays méditerranéens. Les mutations liées à des maladies dites juives ashkénazes, en fait, qui sont plus fréquentes chez les juifs ashkénazes, en Israël, aux US et au Canada. Alors ça a commencé par la maladie de Tay-Sachs, et puis ça s'est beaucoup étendu. Et comme je l'ai dit, il y a la perspective maintenant, hors de ces populations particulières où certaines pathologies avaient une fréquence particulièrement élevée, perspective pour toutes les maladies pédiatriques graves. Et donc la question que je pose quand je fais ce type de conférence, c'est est-ce que vous en voudriez-vous pour vous-même ou pour votre famille? C'est un marché énorme, donc on va dire, voilà, est-ce que il va y avoir la pression du marché? C'est toute la population avec un projet de procréation, donc est-ce qu'il faut, dans le cadre de loi de bioéthique, l'interdire, le permettre, qui doit payer, le système de santé ou les individus? Mais je poserai la question, par exemple, pour la mucoviscidose, où à l'heure actuelle, par 2 fois, j'y reviendrai, le CCNE a émis un avis extrêmement négatif sur le dépistage préconceptionnel de la mucoviscidose, mais admet le dépistage en cascade. Donc cela veut dire qu'il considère qu'il est éthique d'éviter la 2e naissance d'un enfant, ou de permettre d'éviter la 2e naissance d'un enfant avec mucoviscidose dans une famille, même une famille un peu élargie, aux cousins, ou, etc., donc une famille avec mucoviscidose, mais par contre, il n'est pas éthique de proposer d'éviter la naissance du premier enfant atteint. Et donc je pose la question, qu'est-ce qui est différent entre le 2e et le premier enfant? Donc, comme je dis, pour la maladie de Tay-Sachs, dans la population juive ashkénaze, ça a commencé vers les années 70-75, 75 aussi pour bêta-thalassémie en Sardaigne, Grèce, Chypre, mais aussi Royaume-Uni. À partir de 92, extension dans les populations juives ashkénazes à 16 maladies, donc aux USA, Canada, y compris d'ailleurs la mucoviscidose, et en Israël, un programme qui est payé par le ministère de la Santé à toutes les femmes qui dépistent les maladies particulièrement fréquentes, des maladies récessives particulièrement fréquentes dans un des groupes ethniques constituant en Israël, plus pour toute la population, mucoviscidose, X fragile et amyotrophie spinale, donc programme gouvernemental. Alors, un exemple de ce qui s'est passé, ici par exemple cette courbe en rouge pour la Sardaigne. En 1975, il y avait à peu près 110 naissances par an d'enfants thalassémiques, alors je ne sais pas où est-ce qu'on fait le... Ah oui, c'est ici. Et à partir, disons, de 88-89, hein, c'est ça, ça a baissé jusqu'à peu près 10 par an. À Chypre, c'est encore plus drastique, mais il faut dire que là, l'Église orthodoxe a imposé, pour pouvoir se marier à l'Église, qu'il faut avoir fait le test de dépistage. 51 naissances d'enfants thalassémiques en 1974, pas assez de sang pour soigner les thalassémiques, et entre 2002 et 2007, c'était reporté dans cet article de Cousin Setal, l'European Journal of Human Genetics, aucune naissance d'enfants thalassémiques. La maladie de Tay-Sachs, de 69 à 98, 1,3 million de personnes testées, je pense que c'est aux USA en fait, près de 50 000 porteurs sains identifiés, 3 000 grossesses suivies,
604 foetus atteints détectés, 583 IMG. La maladie de Tay-Sachs en Israël, aux États-Unis ou au Canada, dans ces populations, a quasiment disparu, alors qu'elle était extrêmement fréquente. Par contre, en France, il y a encore des naissances avec cette maladie tout à fait dramatique. Alors, en ce qui concerne la mucoviscidose, aux USA, l'American College of Medical Genetics et l'American College of Obstetrician Gynecologists recommandent depuis 2001, reprécisé en 2011, que le dépistage des mutations les plus fréquentes de mucoviscidose soit proposé à toutes les femmes enceintes ou en âge de procréer. À elles de décider de recourir au test ou pas. Et évidemment, si elles sont trouvées comme carrier, on teste le conjoint. Et par exemple, en 2011, un labo privé a publié les résultats du dépistage. À l'époque, il faisait les 98 mutations les plus fréquentes, beaucoup plus que ce qu'on faisait en France à la même époque où c'était 30 mutations, chez 365 000 individus. Et c'était un papier. Et maintenant, je vous avais dit qu'avec le séquençage au débit, on peut aller de une ou deux pathologies à, par exemple pour le cas de Council, une centaine, il propose une centaine de pathologies, et vous voyez sur cette carte, tous les cliniques, en général c'est les cliniques gynécologie obstétrique, family planning, etc., sur le territoire, qui proposent aux couples ou aux femmes de éventuellement réaliser un test chez Council. Et ils ont récemment publié les résultats dans JAMA, quand même, dans un journal tout à fait sérieux, d'analyse sur 350 000 personnes. En Israël, donc, je vous avais dit, programme national de dépistage pour toutes les maladies avec une fréquence de porteurs de 1 sur 60 ou d'enfants atteints de 1 sur 15 000 dans un des groupes ethniques, et, comme j'avais dit, myotrophie spinale X3 pour toute la population. En 12 mois de la première année de ce programme révisé, le programme est beaucoup plus ancien, mais ils l'ont élargi, donc, et l'élargissement a été en 2012, et pour les 12 premiers mois, 62 000 Israéliens testés, ce qui évaudrait à 480 000 tests en France. Alors, en France, par contre, il se passe, comme vous le savez, à peu près rien dans ce domaine. Et ce pourquoi? Alors, j'arrive pas vraiment à savoir si c'est vraiment interdit par les lois de bioéthique, mais en tout cas, ça a été défavorablement jugé par le CCNE par 2 reprises. On lui avait posé la question, il avait été posé aux questions au CCNE sur le dépistage préconceptionnel de la mucoviscidose. Et donc, avis réservé, c'est-à-dire en fait, vous allez le lire, défavorable, tout en permettant le dépistage en cascade. Et moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est que les arguments qui sont utilisés pour refuser ça ne sont pas des arguments vraiment de type moral ou éthique, sont des arguments scientifiques qui ne tiennent pas la route. Parce qu'ils disent, voilà, ainsi, s'il est raisonnable de prendre en compte la gravité de l'expression de la maladie dans la famille proche, gravité qui résulte de la présence de facteurs génétiques modificateurs, entre autres, on ne les connaît pas vraiment pour la mucoviscidose, ou très peu, la plus grande prudence s'impose s'agissant de l'appréciation de la gravité lorsqu'il n'y a aucun antécédent familial. Il existe aujourd'hui un risque de majorer l'estimation de la gravité. Pour une maladie, c'était un avis pour la mucoviscidose. Pour une maladie telle que la mucoviscidose, on connaît très bien les mutations et leur effet, est-ce qu'il est un effet sévère ou les mutations qui sont liées à des formes beaucoup moins sévères, ça ne tient pas. Et notamment, c'est tout à fait applicable au dépistage en cascade, puisque même, je dirais, dans la famille nucléaire, le frère ou la sœur d'un enfant atteint, il n'a pas les mêmes gènes modificateurs. Et a fortiori, quand on commence à analyser les cousins puis le conjoint qui vient d'une autre famille pour savoir s'il a une mutation, là, on n'est plus du tout dans les mêmes cas de gènes modificateurs. Donc ça ne tient pas, mais ça fait qu'effectivement, les choses ne sont pas déroulées. Donc, face à ça, je souhaite proposer, j'ai commencé à préparer en espérant
pouvoir démarrer. Une étude pilote pour vraiment savoir, est-ce qu'il y a une demande? 2, quelle est l'efficacité et le rapport, je dirais, coût-efficacité, c'est-à-dire combien ça coûte pour détecter combien de couples à risque? Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers? Est-ce que les couples vont se séparer parce qu'ils ont tout d'un coup appris qu'ils étaient à risque d'une maladie récessive? Ça, c'est des choses qu'on entend, en fait. Les données de la littérature montrent que ce n'est pas le cas, mais simplement, ça fait partie des... Est-ce que ça va être anxiogène, etc. Et donc, l'idée, c'est de proposer à ces 1000 couples, d'abord, c'est que le test ne soit plus fait au niveau individuel, mais au couple. Au niveau individuel, ça marchait quand on faisait 1 ou 2 maladies. Mais à partir du moment où on veut faire plusieurs centaines de maladies, chaque personne est porteuse de 2 ou 3 ou 4 mutations associées à des maladies récessives. Donc, il n'est pas possible de commencer à faire à chacun un conseil génétique pour expliquer qu'est-ce que c'est le syndrome de Bardet-Biedl ou telle maladie rarissime dont par hasard il est porteur, si de toute façon l'autre membre du couple n'est pas porteur. Donc c'est au couple, et à ce couple on pourrait proposer 3 niveaux de choix. Le premier, c'est les maladies incurables avec mortalité précoce ou des hospitalisations très nombreuses dans l'enfance, handicap moteur ou visuel, c'est-à-dire cécité majeure. En deuxième, des maladies avec traitement efficace mais lourds, telles que l'hémophilie ou la phénylcétonurie. Je rappelle quand même que la phénylcétonurie est en fréquence la 5e ou 6e maladie pour lesquelles il est demandé des diagnostics prénataux, enfin, où il est réalisé en France des diagnostics prénataux. Et puis, encore plus posant de questionnement, des maladies affectant la qualité de vie, mais qui permettent quand même une vie de qualité, les surdités congénitales, le nanisme, donc voilà. Mais laisser aux parents le choix plutôt que décider à leur place. Recrutement par des informations préalables, conférences flyers, vidéos sur Internet, collaboration avec les obstétriciens gynécologistes, ceux qui sont intéressés peuvent m'en contacter, et évidemment des centres de génétique qui seraient partenaires, consultation génétique courte de recrutement pour des couples préalablement informés, et rendu de résultats par consultation de génétique uniquement pour les couples à risque, éventuellement, je pense, exception pour ceux qui sont porteurs de mucoviscidose, parce que, vu la fréquence de la mucoviscidose, je pense qu'il y a intérêt à dire ça, parce que la probabilité qu'il y ait des conjoints dans la famille élargie n'est pas nulle. Et puis, je propose, mais je n'en parlerai pas ici, en optionnel, dépistage de mutations dans des gènes actionnables. Alors là, c'est plus pour la génération qui suit, c'est-à-dire c'est pas dans le cadre du projet de procréation, mais c'est pour ses parents prospectifs pour eux-mêmes. Est-ce que, par exemple, les femmes voudraient éventuellement savoir si elles sont porteuses de mutations BRCA1, BRCA2 ? Vous savez que Marie-Claire King propose que toute femme de plus de 30 ans devrait pouvoir avoir accès, si elle le souhaite, à un dépistage de BRCA1, BRCA2, parce que 50% des femmes porteuses de mutations BRCA1, BRCA2 n'ont pas, en fait, d'histoire familiale justifiant de faire le test à l'heure actuelle. Et puis, juste une enquête, j'ai presque fini, dans la population générale. On a fait une enquête en 2012 sur divers groupes, les praticiens de l'ANPGM, les praticiens en génétique moléculaire, des conseillers en génétique, 65, des médecins conseillers de la FNAM, et surtout près de 1500 étudiants, toutes facultés confondues, à Strasbourg. Donc il y avait des gens qui ne connaissent pas la génétique, des sciences humaines, droit, etc. Et donc leur taux de réponse sur leur intérêt pour un dépistage conceptuel pour eux, ou pour leur famille éventuellement, pour une maladie grave avec mortalité précoce, 68% pour la NPGM et environ 80% pour les autres. Quand on parle de maladie grave avec le traitement efficace mais lourd, ça descend beaucoup chez les praticiens de la NPGM, qui en plus ont déjà tous leurs enfants, vu leur âge moyen. Par contre, les autres, vous voyez, on reste aux alentours de 60-75%.
d'intérêt, et affection affectant la qualité de vie telle que surdité et congénital nanisme, ça baisse beaucoup à NPGM, pas mal pour les conseillers en génétique, mais ça reste élevé pour le reste. Donc je pense que ça montre qu'il y a un intérêt de la population pour ce type de test, et je pense qu'il est important, au moins, de faire cette étude pilote. Voilà, j'ai terminé. Je montre juste les résultats de cette étude de Council qui est parue dans JAMA, mais je pense qu'on peut passer aux questions si je n'ai pas trop dépassé mon temps. Non, merci beaucoup. Et félicitations, parce que, effectivement,